21e sommet de l'Union africaine a pris fin hier à Addis Abeba, un sommet aux couleurs du 50e anniversaire de l'UA. L'institution panafricaine réclame le transfert du dossier d'Ourou Kenyatta, le président Kenya de la Haye, vers Nairobi. Plus de 440 000 élèves composent ce matin pour le CEPE et l'entrée en 6e. Les épreuves se déroulent dans le calme. Au nombre des dispositions prises par l'État pour éviter la fraude, l'interdiction des téléphones portables dans les centres d'examen. Les halls de la tour administrative au plateau sont envahis au quotidien par des commerçants ambulants. Ils n'hésitent pas à aider les passagers pour présenter leurs marchandises. Le constat de notre rédaction dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le 21e sommet de l'Union africaine tenu depuis samedi pour commémorer les 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'UA, a pris fin hier à Addis Abeba en Éthiopie. L'une des décisions les plus marquantes concerne le président Kenya, Ourou Kenyatta, poursuivi par la CPI. L'institution panafricaine a réclamé le transfert de ce dossier depuis la Haye, siège de la CPI, vers Nairobi, estimant que la justice kenyane était désormais capable de le prendre en charge. Autre dossier brûlant lors du sommet de l'Union africaine, la question de la sécurité sur le continent africain. Les dirigeants africains ne veulent plus vivre sur le continent SOS. Au contraire, ils veulent prendre leur destin en main. Ici en Côte d'Ivoire, sachez que le chef de l'État sera dans le district des Savanes dans le mois de juillet. Et pour préparer cette visite, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président des visites du chef de l'État, invite les cadres des régions du Poro, Bago et Tchologo à une réunion d'information demain 29 mai à 17 h à l'hôtel du district d'Abidjan. Les assemblées annuelles de la BAD ont débuté hier sous le thème « Transformation structurelle de l'Afrique ». Le retour du siège de la BAD à Abidjan est aussi au cœur des discussions. Quelques 3000 personnalités et représentants d'organisations régionales et internationales prennent part à la rencontre. Voici les enjeux de ces assises avec Adama Kone. Si l'Afrique enregistre une croissance spectaculaire, au regard du reste du monde, le continent demeure toutefois confronté à un défi, la transformation de cette embellie économique en réalité quotidienne durable et partagée pour les populations. Les 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en font une préoccupation majeure à Marrakech au Maroc. Les travaux ont un thème bien à propos, transformation structurelle en Afrique. Il s'agit d'engager la réflexion sur 3 axes stratégiques. D'abord, le manque criant d'infrastructures, transport, énergie, eau et télécommunications. Ensuite, la question de l'intégration économique qui souffre encore de marchés nationaux fragmentés. Et enfin, les poches de fragilité persistantes sur le continent. Pour faire face à ces défis, le président de la BAD, Donald Kaberuka, compte sur le soutien des partenaires extérieurs. Il le dit en ces termes. L'Afrique avance et elle a besoin d'un coup de pouce. Le reste du monde stagne et lui aussi a besoin d'un coup de pouce. Chacun peut donner un coup de pouce à l'autre. Parmi les 5000 participants à ces assemblées, le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui conduit une forte délégation comprenant entre autres le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry Touakeus, le ministre en charge de l'économie et des finances Niali Kaba. L'enjeu est de taille. Le calendrier du retour imminent de la BAD à son siège d'Abidjan sera de nouveau d'actualité. Et j'ajoute que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan interviendra aujourd'hui en tant que panéliste au cours du premier séminaire de haut niveau sur le thème « Transformation économique par l'agriculture et les ressources naturelles ». Les épreuves écrites des examens du CEPE ont démarré ce matin. Ce sont plus de 445 000 élèves qui composent dans les différents centres d'examen. Les salles de classe sont pleines. Les élèves composent dans le calme et des dispositions sont prises pour empêcher la fraude. L'utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans les centres d'examen. Beket Aliko et Chantal Akanda ont visité plusieurs établissements ce matin. Centre Cocody S1. Il est 8h25 ce mardi. Les élèves sont en salle pour les épreuves écrites du CEP qui se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Première épreuve soumise aux candidats, l'étude de test. Les examinateurs sont en place.
aucun incident n'est signalé dans le centre. Depuis ce matin, il n'y a pas eu de problème. Tout se déroule bien. Il faut dire que dans l'ensemble, tout se passe bien. Les enfants sont en classe. Il n'y a pas de soucis majeurs. Les candidats trouvent les épreuves abordables. C'est très facile. Il faut juste relire pour comprendre. Comme vous le voyez, je suis à expression écrite. On doit écrire une lettre au maire de la commune. Et après ça, je vais relire et voir si j'ai fait des fautes ou pas. Est-ce que j'ai fini l'épreuve d'études de tests? C'était bien, ça s'est bien passé. Le certificat d'études primaires élémentaires CEP enregistre plus de 400 000 candidats sur 1760 centres dans l'ensemble du territoire national. Et vous le savez, ces examens marquent le début des examens à grand tirage sur l'ensemble du territoire national. Les tout-petits ont reçu ce matin le soutien de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. Elle les a encouragés à obtenir un fort taux de réussite. Les épreuves se déroulent bien à Boaké, des épreuves abordables selon les candidats. Au total, 20 593 candidats composent dans la région du Béké. L'année scolaire 2012-2013 tire allègrement à sa fin. C'est donc la période des évaluations. Ces examens à grand tirage ont débuté ce matin par l'examen du CPE du concours d'entrée en 6e. À Boaké, ce sont au total 20 593 candidats sur les 448 275 au plan national qui subissent les épreuves du CPE, frappant de ce fait aux portes du secondaire. Dans l'ensemble, les candidats jugent les premières épreuves à leur portée. Je suis contente de l'épreuve qu'ils ont donnée. Je souhaite bonne chance à tous les élèves de CM2 et qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Toutes les dispositions ont été prises pour des résultats crédibles. Le directeur régional de l'Éducation nationale de Boaké et l'inspecteur général des COGES supervisant la région de Boaké se disent satisfaits de la tenue de ces examens. Cependant, quelques insuffisances ont été relevées. Les quelques petits éléments que nous avons observés, c'est toujours le petit problème de portable. Mais je pense qu'avec la sensibilisation, tout rentrera dans l'ordre. Les candidats sont âgés et ils disposent d'une carte d'identité scolaire. Bon, alors qu'il aurait fallu avoir une attestation d'identité ou bien une carte nationale d'identité. À Sakassou, ce sont 1974 candidats répartis dans 8 centres d'examen qui affrontent les épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e. Ces écoliers travaillent dans la sérénité et sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Le reportage d'Ami Sissoko dans un commentaire de Kwadio Kwame. Ambiance plus lourde que d'habitude, stress plus intense que pour un simple devoir. Top départ des examens à grand tirage de l'année scolaire 2012-2013. À l'instar des autres candidats du pays, 1974 candidats officiels dont 635 filles et 5 candidats libres du département de Sakassou affrontent les épreuves d'études de texte, d'éveil au milieu, de dictée et de mathématiques dans 8 centres sous la supervision du DREN 2. Tout se passe très bien, comme ici d'ailleurs, c'est calme. Les parents, on a réussi à les éloigner des centres de composition. Les forces de l'ordre veillent à ce que les portables et tout ce qui est compromettant soit mis de côté. À l'EPP Sakassou Centre, Bamba Gamila, 8 ans, est confiante. Il en est de même pour ses autres camarades. J'ai trouvé l'étude de test facile. C'est sûr que ça va marcher l'année prochaine, je serai au collège. On a fait étude de tests. Et moi, je prouve que ce n'est pas difficile pour moi. Ces candidats connaîtront leur sort le 11 juin prochain. Une école pour réussir un avenir pour chacun, c'est le thème de la journée des métiers organisée par la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Saint-Fra. C'est un sujet qu'on aborde avec Thérèse Yoboué. La journée des métiers organisée par la direction départementale de l'éducation nationale de Saint-Fra vise à familiariser les élèves en classe d'examen aux différents corps de métiers qui s'offrent à eux après leurs études. Cette journée permet ainsi aux enfants de faire un bon choix pour la gestion de leur future carrière. Pour ce faire, plusieurs stands dressés à l'occasion de cette journée des métiers ont été visités par les autorités et les élèves. Des stands allant du froid industriel à la police, en passant par l'agriculture, la pêche.
Profitant de cette occasion, le directeur départemental de l'éducation nationale de Saint-Fra a relevé les difficultés dans sa circonscription. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des infrastructures et des enseignants. Il souhaite donc la construction de 2 établissements secondaires à Cointifla et Bazré et un groupe scolaire à Saint-Fra par le programme présidentiel d'urgence. Le représentant du ministre a pour sa part annoncé la construction de 8000 classes au primaire et 25 établissements secondaires en Côte d'Ivoire. Il a demandé aux enseignants de faire confiance au gouvernement pour la résolution de leurs problèmes. L'autre temps fort de cette journée a été la célébration du mérite et de l'excellence par la distribution de prix et diplômes aux meilleurs élèves de tous les niveaux d'études et aux encadreurs. Depuis hier 27 mai, un stage sous-régional de formation a débuté. Il prendra fin dans 2 jours. Ce stage est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Il est question de former les éducateurs et directeurs des établissements de l'enseignement supérieur sur les droits de l'homme. Le reportage de Beket Aliko dans un commentaire d'Adama Kone. Des citoyens respectueux de la vie humaine, de l'égalité et de la justice. C'est l'ambition de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture USESCO, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour aider les jeunes citoyens à vivre ensemble. Pour y parvenir, les 2 partenaires organisent un stage de formation des éducateurs, enseignants et directeurs d'école de la sous-région. Thème, l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Il s'agit maintenant évidemment d'axer cette éducation dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, mais aussi de mettre en œuvre des programmes de formation en faveur des fonctionnaires, des policiers, des militaires, et vraiment de faire en sorte que cette formation soit systémique. Et voilà pourquoi cette session réunit des responsables de 6 pays africains que sont le Bénin, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Niger et le Togo. Ce que j'attends des participants, c'est que chaque participant, pour chaque pays, soit en possession d'un plan régional de formation de formateurs à l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté, et que ce plan régional-là puisse servir à la fois à la formation des acteurs dans les universités, mais également dans les écoles élémentaires, moyennes et secondaires, et également pour le non formel. Au terme de ce stage, les participants seront suffisamment outillés pour relayer auprès des étudiants les valeurs morales telles que la solidarité, la tolérance, le pardon, nécessaires à une vie harmonieuse. En bref, cette formation des journalistes de 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine, ils ont été formés pendant 3 jours dans les locaux du siège de la BCEAO à Dakar sur les mécanismes de fonctionnement de l'institution d'émission de l'Union pour mieux traiter les questions de gestion monétaire. Depuis hier, vous avez certainement constaté un changement dans les programmes de la radio Fréquence 2. La nouvelle grille des programmes a démarré hier, de nouvelles émissions et de nouveaux animateurs ont fait leur entrée pour votre bonheur. Fréquence 2 innove avec sa nouvelle grille. 15 nouvelles émissions dont une partie conçue par la direction de Fréquence 2 elle-même et une autre proposée par les auditeurs. En voici une idée. C'est une grille qui est résolument tournée vers le modernisme. On a travaillé à la fidélisation de nos auditeurs à travers des tranches qui existent du lundi au mardi, à savoir le club matinal pour les matinales, le grand jeu pour toute la semaine, le rendez-vous des femmes, parce que la femme fait partie des cibles majeures de Fréquence 2. Donc, À vous, mesdames, qui est notre magazine féminin, revient du lundi au vendredi. Et puis, on a quelques expériences. Caroline Da Silva et Christelle Meledge viennent en renfort. La grille de Fréquence 2 accorde une place de choix à la jeunesse avec des programmes plus attrayants. Avant de mettre cette grille réaménagée en route, il y a eu un sondage qui a été fait. Et les jeunes, les Ivoiriens ont pris la parole pour dire qu'ils attendaient beaucoup de Fréquence 2. Rien que pour les jeunes, on a changé de logo, on a aussi changé de signature. Désormais, vous ne direz plus Fréquence 2, la FM leader, vous direz plutôt Fréquence 2, Fréquence jeune.
Fréquence 2 a été créée le 11 novembre 1991. Cette radio dispose aujourd'hui d'une vingtaine d'animateurs et de collaborateurs extérieurs pour animer la nouvelle grille. On en vient au troisième titre de cette édition. Les halls des différentes tours administratives au plateau sont envahis au quotidien par des commerçants ambulants qui n'hésitent pas à aider les usagers pour présenter leurs marchandises. Le commentaire de Fatou Fofana. Plateau, cité administrative, tout semble normal. Mais au milieu de ce balai incessant de personnes venues établir des documents administratifs, un bien curieux tableau. Des vendeurs de tout type installés pour certains au beau milieu des couloirs ou dans les halls. Des journaux, des cartes de recharge téléphonique, des photocopies et même du café, le choix est large. Pour ces personnes venues faire des affaires dans les tours administratives, il est question de rapprocher leurs services des usagers. Ces derniers semblent d'ailleurs ne pas s'en plaindre. C'est pour déposer un document, pour aller jusqu'au dehors, tout et tout. Comme il y a un photocopie à tout près, j'ai préféré faire ça ici rapidement pour qu'il puisse déposer le dossier. Ça nous arrange aller faire des va-et-vient. Les moins téméraires, eux, se contentent de rôder autour des bâtiments de la cité administrative en proposant à la criée leurs articles aux passants et usagers des tours. Quant à savoir si des autorisations sont délivrées pour exercer le commerce à ces endroits, l'équation semble bien difficile à résoudre. Le plateau, centre des affaires et vitrine de la capitale économique ivoirienne, semble agressé de toutes parts et dans l'indifférence de tous. Pour l'heure, ces commerçants achèvent de donner à la cité administrative déjà mal en point une image de marché et de désordre total. Le village d'Adjoué-Koubé, dans la commune de Port-Boué, a connu des violences dernièrement. Des maisons ont été incendiées par des jeunes venus du village d'Abia-Koumassi, village situé dans la commune de Koumassi. Et à l'origine de ces violences, un conflit foncier. Les explications d'Hugues RVB. La visite sur le terrain du maire de Port-Boué a pourtant commencé ce lundi dans le calme. Hortense Aka Angui a pu constater d'elle-même les dégâts du week-end dans le village d'Adjaoui-Koubé. Le maire de Port-Boué a pu visiter le domicile du chef de village saccagé par des jeunes. Ils sont venus d'Abia-Koumassi, de l'autre côté de la lagune. De nombreuses maisons et des biens du chef du village ont été ainsi saccagés. Le spectacle est désolant, ce que nous avons pu voir. Il s'agit d'un problème de litige foncier entre le village d'Adjaoui-Koubé, situé donc sur notre circonscription, et le village d'Ancien Koumassi, qui est situé sur la circonscription de Marcory. Problème de litige foncier qui existe depuis fort longtemps entre ces deux villages. La visite du village d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué, commencée dans la quiétude, sera vite gagnée par des échauffourées. À la base de cette chaude ambiance à Adjaoui-Koubé, l'interpellation par la gendarmerie de plusieurs jeunes du village d'Abia-Koumassi, jeunes accusés de poursuivre les destructions de biens. Le pire peut encore être évité pour le maire de Port-Boué. Il faut que les autorités de Marcory, que nous-mêmes, les autorités préfectorales et le département de l'Intérieur, nous créions des séances de travail pour pouvoir appréhender le problème. En fonction des textes qui régissent, que l'on puisse vraiment trouver des solutions définitives pour départager ces populations. À Adjaoui-Koubé, la gendarmerie reste déployée pour prévenir toute flambée de violence et surtout sécuriser la population encore sur place. L'agence de gestion des routes s'installe à l'intérieur du pays. La première direction territoriale a été inaugurée à Korogo, dans la région du Poro. La route précédant le développement, l'implantation de l'AGERoute à Korogo a été saluée par les autorités. Le reportage de Kader Sogodogo dans un commentaire de Kwadjo Kwame. Coordonner et superviser toutes les activités de l'AGERoute dans les régions du Poro, de Gbeke, de Rambol, de la Bagoué, du Folon, du Kabadougou, du Béré et du Tchologo, telle est la mission de la nouvelle direction régionale de l'AGERoute basée à Korogo. À cet effet, elle élabore le programme annuel d'entretien routier, organise la surveillance du réseau, supervise l'exécution des travaux routiers conformément aux contrats passés avec les bureaux de contrôle et les entreprises de travaux. L'AGERoute Korogo devra également s'assurer du respect
des calendriers contractuels conformément au délai de livraison. La route précédant le développement, Touré à bout de l'Ageroute, relève l'importance de la mission de l'Ageroute dans le Nord. C'est pour booster l'activité de la direction territoriale. Elle est créée depuis 1 an. Nous avions un souci de pouvoir l'installer au plus tôt, mais plusieurs préoccupations ont fait qu'on n'avait pas pu le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout soit fait, et particulièrement avant la visite du président de la République. La direction territoriale de l'Ageroute de Korogo est la première à l'intérieur du pays. Elle précède la création de 11 autres directions qui verront le jour très bientôt. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a fait le bilan à mi-parcours de l'exercice 2013. La LONASI envisage plusieurs réalisations d'infrastructures socio-économiques dans les régions du Poro et du Tchologo. Le reportage de Kader Sodogo dans un commentaire de Kwadjo Kwame. Une maternité à Korogo, un foyer féminin avec cantine à Ferkessédougou et à Kong. Des réalisations qui sont à l'actif de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI, après son conclave de Korogo. Pour le directeur général Isiaka Fofana, la LONASI reste attachée à sa mission primaire qui est de contribuer au bonheur des habitants de ce pays. Une de nos missions, justement, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et donc pour la Loterie nationale, il était aussi important d'apporter sa contribution à l'émergence des économies locales. Donc par notre présence à Korogo, on espère contribuer à relancer l'économie de Korogo après presque 10 années de crise. Pour le bilan à mi-parcours de l'exercice 2013, l'entreprise a de beaux signaux qui laissent espérer d'autres actions sociales en faveur des populations. Réunie durant une semaine dans la capitale du Poro, Korogo, la LONASI est repartie non sans avoir promis de visiter d'autres régions dans les mois à venir. Intéressons-nous à la 14e édition du Banquet de l'Excellence. C'était à l'INPHB de Yamoussoukro. Plus de 100 bacheliers de l'année 2011-2012 et des meilleurs élèves de leur établissement ont reçu des distinctions. Charles Tatou nous en dit plus. Initié par le groupe Essor, une association de promotion du mérite, le Banquet de l'Excellence est à sa 14e édition. Cet événement a pour but de célébrer chaque année les élèves ayant couronné leur cycle secondaire par une mention très bien au baccalauréat après avoir été régulièrement major de classe. Il a donc rassemblé à l'INPHB de Yamoussoukro plus de 100 bacheliers de l'année scolaire 2011-2012 issus des établissements secondaires publics et privés du pays. Ces majors de classe de terminale ont reçu des distinctions. Les établissements des élèves les mieux classés au bac ont également reçu des distinctions. Occasion pour les différents intervenants d'exhorter les élèves au civisme, mais surtout au respect des biens publics et à la pensée collective. Le directeur général de l'INPHB, Kofi Nguessan, dont l'établissement a accueilli l'organisation de la 14e édition du Banquet de l'Excellence, lui a invité les jeunes à travailler pour la reconquête de la qualité des formations délivrées dans le pays. Pour lui, les jeunes bien formés, dynamiques, insérés dans les secteurs professionnels stratégiques restent l'espoir pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Depuis hier et ce jusqu'à vendredi, Abidjan abrite un atelier régional de validation des données statistiques de la pêche continentale des États membres de l'UEMOA. Il s'agit de mettre à la disposition des États des données fiables pouvant aider dans la prise de décision. Hugues Hervé Blé nous en dit plus. Une fois achevée la rencontre d'Abidjan, les pays membres de l'UEMOA auront à leur disposition des données fiables et une base de données régionales en matière de statistiques de pêche. Organisatrice de l'atelier régional de validation des données statistiques de la pêche continentale, ouvert ce lundi à Abidjan, l'UEMOA. L'organisation entend ainsi mettre à la disposition des États membres un outil d'aide à la décision dans la gestion des pêcheries. Il faut des données fiables pour une gestion rationnelle des ressources halieutiques. Aujourd'hui, si vous voulez faire une gestion
des pêcheries, il faut savoir qu'est-ce que vous gérez. Aujourd'hui, les États, aucun pays a des informations, des données statistiques fiables. Le ministre Adjoumani Kwasi se réjouit de la rencontre d'Abidjan qui aidera certainement les pays de l'UEMOA. Des États, il a rappelé, dont les politiques de développement sont confrontés à un dilemme, celui de la satisfaction des besoins alimentaires croissants des populations et celui de la prévention des ressources halieutiques. À cet effet, la mise en œuvre des actions concertées et coordonnées au niveau régional s'impose pour contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie des communautés de pêche. La rencontre d'Abidjan, qui va durer 5 jours, marque la fin de la première phase du programme régional de collecte de données statistiques dans les États membres, qui va s'étendre sur 5 ans. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a un nouveau comité sport dans ma vie. Le rôle de ce comité est de sensibiliser les populations à la pratique du sport pour une bonne santé. Le reportage de Chaltetou. Yamoussoukro, une ville paisible avec toutes les commodités sportives et ses artères bien larges et aérées se prêtent à la pratique du sport pour la santé. Et les pratiquants des marches sportives y résidant n'ont pas hésité de saisir cette opportunité qui d'ailleurs les a motivés à s'organiser pour leur adhésion au comité national de sport dans ma vie. Au départ, nous étions peut-être 7, 5. Aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes quand même un groupe d'environ 75 personnes. Et là, je crois à partir de notre installation, nous allons pouvoir aller vers les populations, les cadres, vers tout le monde. Le président Jean-Louis Moulot et les membres de son bureau ont installé officiellement la présidente du comité local sport dans ma vie de Yamoussoukro. Nous comptons aujourd'hui à peu près 320 membres. Nous n'avions qu'un seul circuit au départ. Aujourd'hui, nous en avons à peu près une dizaine. Après Yamoussoukro, je pense qu'il y aura d'autres installations. Disons que la stratégie en fait consiste à installer des bureaux par région. Et donc là, nous avons commencé par la région du Bélier avec Yamoussoukro. Je pense que nous allons poursuivre notre progression vers les autres régions. Les bienfaits du sport ont été expliqués aux nouveaux membres par un médecin spécialiste du sport, dont la communication a été appuyée par des témoignages de certains pratiquants. Vous voyez mon teint, comment il est? C'est un teint vraiment naturel. Mais avant la pratique du sport, je n'avais pas ce teint velouté, ce teint ciré. Mais ce teint a changé, pas parce que j'ai changé de pommade ni autre. Je suis restée fidèle à cette même pommade-là. Pourquoi? Grâce aux bienfaits du sport. J'ai fait un AVC hémorragique et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que ce n'était pas évident que je retrouve surtout toutes mes facultés. Je vous dis, j'ai fait la rééducation. Mais depuis que je fais le sport, je prenais un comprimé tous les soirs pour avoir dormi. Aujourd'hui, avec le sport, la pratique du sport, tout ça, j'ai laissé tomber. Et puis bon, ça va. Je travaille maintenant, j'arrive au travail à 6h45 et je ne pars pas avant 18h. Exercices d'étirement et marche ont ponctué le lendemain l'installation du comité local. Plus de 200 membres d'Abidjan et de Yamoussoukro y ont pris part, repartis en 2 groupes. Avec pour point de départ et de chute l'hôtel de ville, une a été effectuée sur une distance de 11 km et l'autre sur 8 km. À l'étranger, c'est officiel, les Maliens se rendront aux urnes le 28 juillet. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi convoquant le collège électoral pour le 28 juillet 2013 pour l'élection présidentielle. Et la campagne électorale débutera le 7 juillet pour s'achever le 26 juillet. En cas de second tour, la date du 11 août a été retenue. En Guinée, 12 personnes ont été tuées et 89 blessées depuis jeudi dans des violences à Conakry, en partie liées à la contestation par l'opposition de la tenue d'élections législatives le 30 juin. Ces violences quasi quotidiennes ont dépassé le cadre de revendications politiques, estime le gouvernement qui a annoncé l'ouverture d'une enquête spécifique destinée à faire toute la lumière sur ces événements. Et un tour de l'actualité en bref dans le monde nous conduit en Colombie, en France, puis en Jordanie. Clôture du Forum économique mondial en Jordanie. Le secrétaire d'État américain annonce 4 milliards de dollars pour relancer l'économie palestinienne. Un gros chèque pour doper la construction, l'agriculture et le tourisme.
Objectif, endiguer le chômage et augmenter le salaire moyen des Palestiniens. Washington attend aussi des progrès dans le processus de paix israélo-palestinien, bloqué depuis 3 ans. Mais pour les Palestiniens, pas de concessions politiques en échange de facilités économiques. Première avancée dans les pourparlers de paix intercolombiens. Après 6 mois de discussions à la Havane, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC annoncent un accord sur le développement rural. Une question cruciale au cœur du combat de la rébellion depuis un demi-siècle. L'accord vise à réguler l'accès à la propriété et les droits fonciers dans ce pays où la moitié des terres est détenue par à peine 1% de la population. Les victimes de spoliation et de déplacements forcés à cause du conflit seront indemnisées, ont aussi annoncé les médiateurs. En France, les opposants au mariage homosexuel ne désarment pas. La loi a été promulguée, mais les anti-mariages gays se sont encore fortement mobilisés dimanche à Paris. 150 000 personnes selon la police, 1 million d'après les organisateurs. C'est leur 5e grosse manifestation depuis novembre. Dans le défilé, différents courants catholiques, des responsables politiques de droite et d'extrême droite. En fin de cortège, quelques centaines de fauteurs de troubles s'en sont pris aux journalistes et aux forces de l'ordre. Bilan 6 blessés et 293 interpellations. Et c'est en France que prend fin ce JT. Merci de l'avoir suivi. Que votre étoile brille partout et toujours. À demain.